Alors, je vais bientôt, en attendant qu'on résout nos problèmes d'avancement de slide, parce qu'on essaye de faire ça à deux mains et apparemment c'est aucune main qui marche. Voilà. Donc, si tu veux bien mettre ce slide-là, C'est bon. Sophie. On a quelques petits soucis de rodage. Donc, bonjour Sophie. Je te Bonjour remercie Lina. d'abord pour d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, de partager ton expérience et ton expertise en matière de diagnostic, que ce soit diagnostic PMD ou diagnostic ressources. Le webinaire aujourd'hui, on va essayer de le faire comme un entretien à deux voix pour essayer de faire ça un peu plus ludique et moins descendant. Donc, pour commencer, j'aimerais bien te demander de présenter Bobby Réemploi pour nous dire qui tu es et qui est Bobby Réemploi. Hop. Alors, Ah non, ah oui, je vais juste... ah oui, c'est vrai Est-ce qu'on a... est-ce que tu veux présenter d'abord ça ou je... Oui, c'est vrai que je peux faire d'abord ça. Mais je peux présenter Bobby aussi. Vas-y, présente Bobby et puis Donc Bobby Réemploi, on a un bureau d'études lyonnais. On est spécialisé dans le réemploi de matériaux de construction. C'est une entreprise que j'ai créée il y a 4 ans maintenant. On a une équipe de 6 ingénieurs et architectes. Et je présenterai un peu plus en détail après les différentes missions qu'on fait, en particulier le diagnostic PEMD, l'objet de notre webinaire. voilà. Donc du coup, c'est moi qui est un peu cafouillé pour notre organisation. En fait, en réalité, je vais vous donner d'abord quelques consignes. Vous pouvez aujourd'hui poser vos questions par le chat. Vos micros et caméras sont coupés, mais n'hésitez pas tout le long à poser vos questions dans le chat. Et surtout, je cherchais le slide avec le programme d'aujourd'hui. On va s'intéresser aux différents diagnostics qui permettent d'identifier les ressources de réemploi. Le diagnostic PMD, quelle est la différence avec un diagnostic ressources? Quel est le cadre réglementaire associé? Qui peut réaliser un diagnostic PEMD? Et surtout, quelle est la différence entre les deux? Et peut-être la question la plus intéressante, dans mon sens, c'est comment se servir des diagnostics pour établir cette stratégie de réemploi. Et donc, comme j'ai dit, on va faire un temps d'échange après, mais n'hésitez pas à noter dans le chat vos questions tout le long pour qu'après, pour que je puisse un peu préparer et trier les questions pour Sophie à la fin. Donc, j'ai dit que je travaille au pôle énergie pour Bourgogne-Franche-Comté. C'est le centre de ressources régionales du bâtiment durable en Bourgogne-Franche-Comté. On présente un service dédié aux professionnels et acteurs du bâtiment pour les accompagner dans le cadre de la transition énergétique. On fait ça par différentes actions de formation, information, sensibilisation, accompagnement et mobilisation. Donc, typiquement, le webinaire aujourd'hui fait partie de ces actions. Et c'est là que je voulais donner la parole à Sophie. Et je ne sais pas si tu veux prendre la main, Sophie, et compléter un petit peu concernant Bobby Réemploi. Oui, alors juste quelques détails sur les missions que peut faire un bureau d'études réemploi et donc que Bobby Réemploi réalise. On travaille sur 3 grands types de missions. Le premier type qui va nous intéresser plus aujourd'hui, c'est les projets de déconstruction. Donc être des projets qui vont être source de gisements potentiels à réemployer, donc déconstruction ou réhabilitation. Sur ces projets, on va faire les fameux diagnostics PEMD et ensuite des missions d'AMO, économie circulaire et réemploi pour rendre opérationnel le diagnostic et aller plus loin que le simple réglementaire. Donc trouver notamment des débouchés pour tous les matériaux et organiser la récupération des matériaux de réemploi. Le deuxième type de projet sur lesquels on travaille, c'est des projets de conception, puisqu'aujourd'hui, on a un grand gisement de matériaux de réemploi, mais par contre, on a peu de demandes en matériaux. Enfin, sur la majorité des projets de construction aujourd'hui, c'est très rare qu'on fasse appel à des matériaux de réemploi. Donc, on a des missions spécifiques au sein des équipes de maîtrise d'œuvre pour faire des études de faisabilité de réemploi, sourcer des matériaux et suivre les procédures de réemploi tout au long du projet. Et dernière mission qu'on fait, c'est plutôt plus général, des missions d'expertise, où en fait l'expertise qu'on a acquis sur la déconstruction et la conception, on la met au service de stratégies de réemploi à l'échelle plus globale, notamment par exemple accompagner un promoteur à l'échelle de son patrimoine immobilier pour faire une stratégie globale pour un maître d'ouvrage.
Et juste pour compléter, on est aussi une équipe de 6 personnes aujourd'hui, au profil donc ingénieur et architecte. Alors, je crois savoir que Bobby Réemploi, vous avez déjà réalisé pas mal de missions en Bourgogne-Franche-Comté, et puisque aujourd'hui on est dans le cadre d'une animation territoriale pour la Bourgogne-Franche-Comté, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de projets que tu as pu réaliser dans la région? Oui, parce que donc du coup, Bobby Réemploi, comme je disais, on est basé à Lyon, on travaille en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, donc on a plusieurs projets. Pour des projets de déconstruction, donc c'est-à-dire des projets sur lesquels on a travaillé sur identifier enfin, des gisements puis trouver des repreneurs. Je peux vous donner 3 exemples. On a travaillé là récemment sur la résidence Boutaric pour Grand Dijon Habitat à Dijon, où on a fait un diac PEMD puis une mission d'AMO. Sont ensuite les entreprises Cardem et les Valoris Bourguignon qui ont réalisé la dépose soignée. Je reviendrai sur ce projet un peu plus tard aussi dans la présentation. Un autre exemple, c'est les hospices de Beaune, où on a réalisé un diagnostic PEMD et une mission d'AMO en fait, en phase de programmation, donc avant que le concours sorte, pour identifier quels pourraient être les objectifs de réemploi à mettre en place dans la consultation de maîtrise d'œuvre. Et dernier exemple en déconstruction, c'est la réhabilitation du centre Dauphine. On avait fait un diagnostic PEMD avant l'heure, un diagnostic déchets et diagnostic ressources. Et on avait organisé une dépose participative pour vider le centre Dauphine avant les travaux. Et on fait aussi des projets où on intègre des méthodes de réemploi en Bourgogne-Franche-Comté. On travaille actuellement sur l'extension des bureaux du CEDRE, qui est une entreprise située à Paray-le-Monial. C'est une extension de 1000 mètres carrés et l'objectif est d'intégrer le maximum de matériaux de réemploi. Donc l'ambition qu'on a, c'est qu'à peu près 50% des matériaux de seconde œuvre de cette extension soient en réemploi. Et les travaux se termineront au printemps. Donc on fera un retour d'expérience dessus courant 2024. Autre exemple, la halle sportive municipale de Genelard, qui est du coup en Saône-et-Loire, où sont les architectes Ejo et Éric Liégeois qui ont décidé de réaliser du coup un bâtiment avec du réemploi. Et donc on a fait en phase DCE du sourcing et accompagné à écrire les DCE. Et dernier projet, la création d'un tiers-lieu à Tilly sur une ancienne friche industrielle près de la gare où sur ce projet, enfin donc là on est intégré dans l'équipe de maîtrise d'œuvre dès la phase de concours et on intervient à chaque phase de conception pour étudier à la fois le réemploi in situ, du réemploi ex situ et du sourcing. Du coup, c'est aussi une belle illustration de différentes typologies de bâtiments qui peuvent intégrer du réemploi, parce que tu as un peu de tout là-dedans, des bâtiments tertiaires, des centres commerciaux, des logements sociaux, etc. Alors, le sujet du webinaire de ce jour, c'est l'identification des ressources de réemploi disponibles dans le cadre d'une opération de réhabilitation ou de démolition. On peut faire cette identification par des diagnostics. Et du coup, pour commencer, avant de rentrer dans les détails, quel est l'intérêt de réaliser un diagnostic, que ce soit un diagnostic ressource ou un diagnostic PEMD? Alors la première chose, c'est déjà, si on est dans la situation où il faut faire un diagnostic PEMD, la première chose, c'est d'être en conformité avec la réglementation. J'y reviendrai plus tard sur quelles sont les obligations réglementaires. Mais une fois qu'on est en conformité avec la réglementation, à quoi sert un diagnostic? C'est déjà de disposer de données chiffrées pour quantifier tous les matériaux potentiellement réemployables et tous les déchets qui vont être produits par la démolition, ce qui va permettre de planifier la déconstruction. Euh, Ça va aussi accompagner l'entreprise pour son chiffrage et permettre d'organiser la gestion des déchets et du réemploi. Ça va permettre aussi de connaître le potentiel du bâtiment, puisque ça ne sera plus seulement un bâtiment à déconstruire, mais potentiellement une banque de matériaux qu'on peut utiliser sur des futurs projets.
Et c'est vrai que nous, sur nos opérations, on se rend vite compte que le diagnostic est une étape importante qui permet au maître d'ouvrage de changer de vision sur son bâtiment et de vraiment le voir comme un potentiel gisement et plus du tout comme des déchets uniquement. Alors, si on commence par le diagnostic PEMD, on en entend parler depuis plusieurs années et le texte qui valide sa mise en application a enfin été validé cet été. Est-ce que tu peux nous décortiquer l'exigence l'exigence réglementaire et quelles sont les obligations des maîtres d'ouvrage en matière de diagnostic PEMD? Oui, alors, enfin, déjà pour refaire un petit historique, c'est depuis 2011 que le diagnostic déchets était obligatoire. Donc les diagnostics déchets dans la réglementation sur le tri et la gestion des déchets de mai 2011 obligeait à faire un quantitatif des déchets produits de la démolition pour tous les bâtiments dont la surface était supérieure à 1000 mètres carrés ou qui avaient une activité industrielle. Aujourd'hui, enfin, cette réglementation était très peu suivie. Parmi vous, je suis sûre que très peu connaissaient cette réglementation. Donc, il y a la loi AGEC, économie circulaire, enfin, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été signée en janvier 2020, avec un nouveau décret en 2021 et le décret d'application qui a été publié donc en juillet 2023, pour mettre en place le diagnostic produits, équipements, matériaux, déchets pour les surfaces démolies et ou réhabilitées supérieures à 1000 mètres carrés. Donc, l'objectif de la loi AGEC, c'est de renforcer donc l'outil du diag déchets qui était très peu utilisé. Il y avait à peu près 5% des bâtiments qui étaient obligés de faire ce diagnostic qui le faisaient réellement. Ensuite, la deuxième nouveauté, c'est d'élargir le périmètre aux réhabilitations, parce qu'avant, c'était uniquement pour les démolitions, et là, la loi AGEC introduit les réhabilitations significatives. Et enfin, ça permet de mettre en avant le réemploi, puisqu'avant, le diagnostic déchets, c'était uniquement des déchets, donc des quantités des mètres cubes de béton, de bois, de métal, de vitrage, enfin, de verre, par exemple, alors que le diagnostic PEMD, c'est aussi des produits, équipements et matériaux, donc on va aussi compter des portes, du parquet, des fenêtres, etc. On va donc mettre en valeur le potentiel de réemploi du bâtiment. Et la dernière nouveauté, c'est aussi qu'on change de façon de transmettre ce diagnostic. Donc avant, il se mettait sur une plateforme qui était mise en place par l'ADEME. Et là, c'est le CSTB qui a mis en place une nouvelle plateforme qui est aussi sortie dans l'été pour récolter les données du diagnostic. Juste pour répondre rapidement à une question que je viens de voir, les 1000 mètres carrés, ce sont bien les surfaces de plancher. Donc, n'est pas uniquement la surface au sol, mais la surface de l'ensemble du bâtiment. Donc, si on a 200 mètres carrés fois 5, ça fait 1000 mètres carrés. Hop. Alors, ma présentation est Oui, ça parfois ne bug se un peu. déplace pas. On fait un partage de présentation demain. On trouvait ça génial, mais il y a quelques inerties dans la présentation. Euh, En tout cas, donc comme je disais, le diagnostic PEMD, c'est en fait une sorte de synthèse des anciens diagnostics déchets et aussi ce qu'on appelait des diagnostics ressources. En fait, le diagnostic ressources, c'était ce que les acteurs du réemploi faisaient avant pour identifier qu'est-ce qui était potentiellement réemployable, mais il n'y avait aucun cadre réglementaire à ça. Et donc aujourd'hui, ce diagnostic PMD permet de quantifier et qualifier les produits, équipements, matériaux et déchets. Et pour chaque élément, il faut proposer des solutions de valorisation en respectant la hiérarchie des modes de traitement, c'est-à-dire du réemploi, enfin le réemploi, puis le recyclage, en dernier lieu, l'enfouissement.
Du coup, ça Ouais. bug encore le slide. Oui, je sais pas pourquoi. On continue avec la prochaine question, qui est simplement si le diagnostic PEMD est à la portée de n'importe quel acteur dans le bâtiment qui peut faire le diagnostic. Euh, Alors, du coup, je peux aller Attends, trop vite. Léna, je vais juste Finir. repréciser certaines choses et On éventuellement on va s'excuse parler pour des acteurs. quelques petits Désolée. cafouillages de présentation là. Je te laisse finir, Sophie. Ce que je disais, c'était donc sur les surfaces. Donc ça, on en a parlé, supérieur à 1000 mètres carrés. S'il y a plusieurs bâtiments, c'est bien la surface cumulée qui est comptée, puisqu'on dépose un permis de démolir ou de construire à l'échelle du projet. C'est pour les démolitions ou réhabilitations significatives. Et par contre, si le bâtiment a été le siège d'utilisation de stockage ou de fabrication de substances dangereuses, même s'il est inférieur à 1000 mètres carrés, l'obligation de diagnostic le concerne aussi. Hop. Oui, alors je comprends pas, je sais pas si Lina, toi, t'arrives à déplacer mes slides ou pas. J'essaye. On va, on a visiblement un petit souci de partage. Euh, Oui, voilà. Bah, je veux bien que tu remettes la slide d'avant. Voilà, merci. On va faire comme ça. Et du coup, la suivante. Aussi pour préciser ce que veut dire une rénovation significative, parce que c'est pas forcément très clair. C'est précisé dans le texte de loi. Euh, c'est une rénovation significative, c'est lorsqu'il y a au moins deux éléments qui sont concernés par les travaux de démolition dans la liste qui est donnée. Donc ça peut être soit les planchers, soit les cloisons extérieures, soit des huisseries extérieures, les cloisons intérieures, installations sanitaires ou de plomberie, installations électriques ou systèmes de chauffage. Et donc, ce qui est intéressant dans cette liste, c'est que globalement, tous les projets concernés par le décret tertiaire, qui vont du coup nécessitent des rénovations énergétiques de bâtiments, sont très vite concernés par le diagnostic PEMD parce qu'on change souvent les huisseries extérieures, donc les fenêtres, et on change souvent le système de chauffage. Donc ça nous fait deux éléments dans la liste. Ce qui veut dire que le panel de bâtiments concernés par le diagnostic PEMD est très large. voilà. Je ne sais pas pourquoi on a ces soucis d'avancement de slide. C'est vraiment embêtant. Je vais, Je pense que le mieux, c'est peut-être que tu m'enlèves du partage. ouais, on va essayer ça. Je te laisse, pendant que je fais ça, je te laisse expliquer qui peut faire un diagnostic PMD. Oui, alors donc le diagnostic PEMD, il peut être réalisé par plusieurs typologies d'acteurs. Donc dans la réglementation précise déjà des, euh, des compétences minimum. Donc les compétences minimum pour réaliser un diagnostic PEMD, en fait, c'est de connaître le secteur du bâtiment. Et donc, soit d'avoir une formation de minimum 3 ans, je crois, dans le secteur du bâtiment, soit justifié d'une expérience équivalente. Et pour faire ce diagnostic, il faut en plus avoir une assurance spécifique au diagnostic, qui est une assurance plus, voilà, que propose la plupart des assurances aujourd'hui. Je te laisse revenir alors un peu plus loin et on reviendra après à la slide 20. Euh, c'est là, Euh, Plus loin encore. ça, Euh, oui, ici, c'est à ça. la 27. Ok. Il y a visiblement une petite inertie dans le partage. J'espère que vous voyez tous l'écran.
Est-ce que, du coup, tu peux mettre la suivante? Oui, je pensais. C'est la première fois que ça m'arrive, que ça ne veut pas partager. C'est bon, là? Oui, donc ça, c'est ce que j'expliquais juste avant, que donc parmi les personnes qui peuvent réaliser un diagnostic, euh, on a, il faut avoir au moins, enfin, soit une expérience professionnelle de 3 ans, soit un diplôme qui présente, enfin, un diplôme d'au moins 2 ans, enfin, avec au moins 2 ans d'études sur le secteur du bâtiment, soit la détention de connaissances équivalentes, ce qui est assez large. Et il faut une assurance spécifique. Et si on met la slide suivante, J'ai appuyé, on va voir si ça, s'il se passe quelque chose. Ça perd les papettes, hein, ça veut pas, hein. Oui, on meuble un peu. bah, alors après, tu peux peut-être quitter le mode présentation, c'est pas très grave, et rester sur le mode. Ouais, je vais essayer de repartager. En tout cas, enfin, parce que du coup, l'objet de ma slide suivante, c'était de dire que donc les acteurs parmi les personnes qui peuvent faire, ah bah super, voilà. Si tu peux passer la suivante. J'essaye, en fait, mais Ah, ça, ok. c'est totalement bloqué. Ah, si. Voilà. Il y a plusieurs typologies d'acteurs qui peuvent réaliser un diagnostic PEMD, notamment donc des diagnostiqueurs classiques, comme par exemple les diagnostiqueurs amiante-plomb, qui sont de plus en plus formés pour faire des diagnostics PEMD. Euh, les avantages de ce diagnostic, enfin, de faire appel à un diagnostiqueur classique, c'est que ça permet d'avoir une commande unique pour l'ensemble des diagnostics et des prix compétitifs. Par contre, l'inconvénient, c'est que ces acteurs ont souvent pas ou peu de connaissances en réemploi, et donc ils vont se limiter vraiment au pur réglementaire, ce qui va pas permettre de toujours développer une démarche de réemploi derrière. Donc en fait, selon l'ambition du projet, euh, je recommanderais de faire appel ou non à ce type d'acteur. Ensuite, le deuxième type d'acteur qui peut faire des diagnostics PEMD, c'est des structures spécialisées dans le réemploi, qui ont du coup cette compétence réemploi et vont pouvoir mettre à profit un réseau à la fois pour chercher des matériaux, enfin, et proposer des solutions de réemploi pour les matériaux du site. Par contre, l'inconvénient potentiel, c'est que ça fait un acteur en plus dans la chaîne d'échange. Et je trouve personnellement que, notamment sur des petits projets de réhabilitation, ajouter un interlocuteur en plus est pas toujours pertinent. Donc, on va dire qu'à chaque situation, son diagnostiqueur. Et dernier type d'acteur, la maîtrise d'œuvre, qui, en fait, enfin, selon les conditions que je présentais tout à l'heure dans la loi, ont de la compétence en bâtiment et donc peuvent faire un diagnostic PEMD. Il faut juste qu'ils soient formés pour savoir bah, qu'est-ce que c'est un diagnostic PMD et qu'ils soient capables de le faire, qu'ils aient les bons outils. Mais voilà, il n'y a rien qui les empêche de faire le diagnostic PMD. Ce qui permet de ne pas avoir d'acteurs supplémentaires dans l'équipe et c'est particulièrement pertinent pour des projets de réhabilitation où les architectes font souvent déjà une mission de diag où ils identifient enfin, où les interlocuteurs, enfin l'architecte identifie déjà, fait déjà un état des lieux de l'existant, il suffirait juste de faire des maîtrises en plus. Par contre, l'inconvénient, c'est que l'architecte ou un bureau d'études du groupement de maîtrise d'œuvre n'a pas forcément de compétences réemploi spécifiques et n'a pas forcément de réseau pour trouver des filières au réemploi ex situ. Très bien. Donc, on a vu
qui fait le diagnostic? Alors, à quel moment est-ce qu'on doit faire le diagnostic PEMD? Alors, ce diagnostic, il doit être fait d'un point de vue réglementaire avant les demandes d'autorisation, donc notamment avant le permis de construire, de démolir ou la déclaration préalable, et avant de passer les marchés aux entreprises de travaux. Après, d'un point de vue pratique, plus on le fait tôt, mieux c'est. Donc, c'est bien de ne pas attendre le dernier moment pour le faire. Par contre, il faut pas non plus le demander trop tôt, puisque pour le réaliser, il faut qu'il y ait des diagnostics amiante et plomb, puisqu'on va pas identifier un matériau qui est amianté ou plombé n'a pas de potentiel de réemploi et donc il va être classé en catégorie de déchets dangereux. Et ça, il faut le savoir avant de faire un diagnostic PEMD. Et c'est aussi mieux quand on a un programme de travaux à peu près défini, enfin, qu'on sait déjà si ça va être réhabilité, démoli, est-ce que ça va être un curage global ou juste un curage ponctuel, puisque sinon ça va demander plusieurs mises à jour de diagnostic et ce qui peut à la fin être contre-productif. Et donc concrètement, enfin, d'un point de vue pratico-pratique, pour démarrer son diagnostic, ce qu'il faut, c'est savoir déjà le périmètre de la mission, quel est le programme de travaux, avoir des plans de l'existant, avoir les diagnostics qui ont déjà été réalisés, donc amiante, plomb. S'il y en a d'autres, par exemple sur des réhabilitations, on a souvent des diagnostics structure aussi, qui sont intéressants. Et il faut aussi qu'on puisse visiter le site, puisque ça, c'est un autre élément important, mais c'est que enfin, pour faire un diagnostic PEMD, il faut visiter le bâtiment. On ne peut pas faire un diagnostic PEMD uniquement sur plan et sur photo, et donc il faut que le bâtiment soit accessible. Et je voulais peut-être, avant de passer à la suite, revenir un peu en arrière, Oui, parce que vraiment. j'ai un peu passé une partie sur le CERFA qui est importante aussi. Euh, Suite au bug de Ouais. présentation. Je suis désolée, Ouais. ça va être un peu décousu. Bon, c'est pas très grave. Je Euh, suis certain que tout le monde va arriver à suivre quand même. Tu voulais te mettre où, du coup? oui, ici, très bien. Puisque donc je disais que le diagnostic, il doit être transmis au CSTB. Et je voulais vous en dire un peu plus sur cette transmission au CSTB, puisque c'est une nouveauté par rapport au diagnostic déchets. Donc le CSTB a développé une plateforme, donc sur le lien qui est ici, plateforme pmmd.développement-durable.gouv.fr, sur lequel on peut déposer nos diagnostics. L'objectif du CSTB, aujourd'hui, c'est une plateforme sur laquelle on peut uniquement déposer les diagnostics, mais l'objectif du CSTB, c'est d'en faire aussi un outil avec des fonctionnalités supplémentaires et notamment de mettre à disposition les diagnostics de chaque maître d'ouvrage aux autres maîtres d'ouvrage pour permettre en fait de connaître les gisements sur le territoire et d'avoir une visibilité en fait des matériaux disponibles via les diagnostics PEMD. Euh, donc cette plateforme elle est remplie grâce à des CERFA et tu peux passer la slide d'après. Le CERFA donc c'est une obligation du maître d'ouvrage de fournir le CERFA, comme ça répond en même temps à la question qui vient d'être posée. Donc c'est bien le maître d'ouvrage qui doit le déposer. Par contre, il peut déléguer ce dépôt à son maître d'œuvre ou au diagnostiqueur. Donc c'est possible de le déléguer, mais c'est lui qui est responsable et qui doit s'assurer que le CERFA a bien été transmis. La diffusion aujourd'hui, elle peut se faire soit par mail, donc à l'adresse mail que j'avais mis dans la slide précédente, soit sur la plateforme en ligne aussi. Il y a donc deux CERFA à remplir. Il y en a un avant travaux, le 16 287-01, donc qui en fait est le livrable final finalement du diagnostic PEMD, puisque c'est un tableau qui récapitule toutes les données du diagnostic. Le CERFA 16 288-01, qui est à remplir après les travaux.
à partir des données réelles. Donc là, il y a un petit sujet pour il y a un petit sujet pour collecter les données, c'est qu'il faut bien prévoir de collecter tous les bords de route suivis des déchets pendant les travaux pour bien avoir les données pour remplir le CERFA après travaux. Et je vous ai mis juste des extraits des CERFA pour ceux qui ne les ont jamais vus. Il y a une première partie générale sur en fait l'opération, le maître d'ouvrage, les bâtiments, le diagnostiqueur. Ensuite, il y a un tableau dédié au PEM, donc aux produits, équipements, matériaux qui ont été identifiés comme réemployables. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc avec différentes colonnes à remplir. Et ensuite, un deuxième tableau sur les déchets, où là, il faut remplir le tonnage de béton, de briques, etc., par famille de déchets. Donc, du coup, on a rattrapé ce qu'on avait loupé et on va essayer de reprendre le PMD quand on en avait parlé. On en était à la partie de quel conseil tu pourrais donner à un maître d'ouvrage pour intégrer le diagnostic dans le cadre de la consultation de la maîtrise d'œuvre et des entreprises de travaux? Parce que c'est pas le tout de faire un diagnostic, il faut aussi qu'il soit intégré dans le projet de, euh, de conception ou de démolition ou de réhabilitation. Oui, alors déjà, le premier conseil, c'est qu'à chaque situation, son diagnostic. Je prône pas que pour chaque projet, il y ait des AMO réemploi avec une démarche de réemploi, puisque parfois les bâtiments sont, par exemple, complètement amiantés euh, ou enfin voilà, complètement dévastés, et donc il n'y a rien à réemployer, alors que parfois il y a d'autres matériaux, d'autres bâtiments sur lesquels c'est des vraies mines de matériaux et sur lesquels on peut se concentrer et mettre toute notre énergie pour réussir la démarche de réemploi. J'ai identifié trois catégories. Donc, il y a les projets en haut, en orange foncé, les projets qui sont concernés par le décret. Ceux qui font plus de 1000 mètres carrés, rénovation significative ou démolition. Donc, pour cela, on est obligé de faire un diagnostic PEMD. Déjà, c'est la base. Ensuite, on a une autre catégorie, c'est les projets avec un potentiel, enfin, un contexte favorable au réemploi. C'est-à-dire que c'est un projet sur lequel la maîtrise d'ouvrage est intéressée par le réemploi, la maîtrise d'œuvre est sensible à la question aussi. On a des matériaux qui peuvent être intéressants on a éventuellement du temps aussi, parce qu'un projet avec de la dépôt soignée dure un peu plus longtemps qu'un projet sans dépôt soigné. Donc il faut que plusieurs éléments de contexte soient favorables au réemploi. Dans ce cas-là, on va faire le diagnostic PEMD avec de l'AMO réemploi. Mais il faut aussi qu'il y ait des matériaux, enfin, donc là c'est le dernier cercle, il faut aussi qu'il y ait des matériaux qui aient un intérêt. Imaginons, on a juste deux portes dans le bâtiment de 1000 mètres carrés qui sont intéressantes pour être réemployées, on va peut-être pas lancer une mission d'AMO réemploi pour deux portes uniquement. Donc, en fait, voilà, en fonction de est-ce qu'on est concerné par le décret, est-ce qu'on a un contexte favorable, est-ce qu'on a des matériaux avec un potentiel de réemploi, on va faire soit uniquement un diagnostic, soit un diagnostic et une mission d'AMO. Et quand on est dans moins de 1000 mètres carrés, donc là, c'est la partie en bas du schéma, on va réaliser, enfin, on peut faire un diagnostic plus léger que le diagnostic PEMD, et donc ce qu'on appelle un diagnostic ressources pour faire, se concentrer uniquement sur les matériaux réemployables et pas sur l'ensemble des déchets. Et donc, juste les conseils avant de consulter déjà un diagnostiqueur. Donc, il faut bien cibler son besoin. Si le besoin n'est pas clair, par exemple, si vous n'êtes pas sûr qu'il y a un potentiel de réemploi ou pas,
Vous pouvez aussi faire des marchés avec des tranches optionnelles pour le diagnostiqueur. Donc, on va faire une base diagnostic PEMD et ensuite des options pour l'AMO. C'est important aussi quand on fait une consultation pour le diagnostic PEMD, de proposer une visite ou de fournir un dossier photo parce que ça va permettre tout de suite de voir le potentiel du bâtiment. Et ensuite, j'ai mis le lien vers la boîte à outils que fait le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté parce qu'ils ont beaucoup de documents sur le réemploi de façon générale, mais aussi le diagnostic PEMD. Et il y a entre autres des exemples de consultations pour le diagnostic. Et juste, j'ai vu passer rapidement à l'écran une question sur qui commande les diagnostics. C'est bien le maître d'ouvrage qui est responsable de ces déchets. Donc, c'est le maître d'ouvrage qui doit réaliser le diagnostic PEMD. C'est lui qui le paye in fine. Par contre, il peut le mettre dans la mission de la maîtrise d'œuvre. Donc, il peut l'intégrer dans la mission de maîtrise d'œuvre et donc le faire payer via la maîtrise d'œuvre. Mais en tout cas, c'est bien le maître d'ouvrage qui le paye à un moment ou un autre. Et c'est lui qui qui doit vérifier que le CERFA est bien, transmis au CSTB. Et donc, du coup, on peut peut-être préciser que si c'est en commande publique, ça peut se faire dans le cadre d'une mission complémentaire à le Oui. diagnostic, que ça fait pas partie de la mission de base. Alors, tu as mentionné plusieurs fois, quand on a parlé depuis le départ du diagnostic PEMD, là, tu as commencé à aborder aussi le diagnostic ressources, mais donc du coup, quelle est la différence entre les deux? Quand est-ce qu'on fait quel diagnostic, justement? J'ai fait un petit tableau pour résumer les trois diagnostics dont on entend parler, diagnostic PEMD, déchets et ressources. Donc le diagnostic PEMD, c'est celui, comme je disais, de la loi économie circulaire, enfin AGEC. Et c'est celui dont on vient de parler pour une surface démolie ou réhabilitée supérieure à 1000 mètres carrés. Et ça consiste à quantifier de façon exhaustive tous les déchets qui vont être produits par les travaux et identifier parmi ces déchets qu'est-ce qui peut être réemployable. La différence avec le diagnostic déchets qui datait donc du décret de 2011, c'est que donc, celui de 2011 concernait uniquement les démolitions et pas les réhabilitations. Et on parlait uniquement des déchets, on ne parlait pas de réemploi. Et diagnostic ressources, donc c'est un diagnostic qui avait initié des acteurs du réemploi avant la loi AGEC, parce qu'il n'y avait pas de réglementation sur ce sujet, et il fallait un outil pour pouvoir faire du réemploi. La première chose, c'est de connaître son gisement. Donc il fallait un outil pour diagnostiquer. Donc on a appelé ça le diagnostic ressources. Ce diagnostic ressources, comme il n'est pas réglementaire, il n'y a pas de surface minimale qui est obligatoire pour réaliser ces diagnostics. Et c'est donc l'intérêt, c'est quand on a plutôt une surface inférieure à 1000 mètres carrés, on peut faire un diagnostic plus léger que le diagnostic PEMD complet. Et ce diagnostic, il concerne la quantification uniquement des matériaux réemployables, c'est-à-dire que c'est pas une quantification exhaustive de l'ensemble des déchets. On a juste une vision partielle. Et le schéma d'après l'illustre plutôt bien. C'est que le diagnostic PEMD, c'est en fait le grand rectangle gris. C'est l'ensemble des déchets qu'on comptabilise en tonnes. Parmi ces déchets, on va identifier deux solutions de valorisation en particulier. Le carré en orange foncé, c'est ce qui est réemployable, et en orange clair, c'est ce qui est recyclable. Et le réemploi, en fait, peut être à cheval entre recyclage et ou non. Ça peut être aussi des matériaux qui sont destinés à l'enfouissement et qui finalement pourraient être réemployés. Après, par contre, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire potentiel de réemploi. Parce que c'est une notion assez subjective finalement, même si dans la réglementation, on indique simplement qu'il faut identifier l'ensemble des matériaux qui sont réemployables.
Mais donc, pour être réemployable, un matériau, il doit être déjà en bon état ou suffisamment qualitatif pour être réparé. Par exemple, un vieux parquet en chêne est suffisamment qualitatif pour pouvoir être reponcé, reconditionné et retrouver une nouvelle vie. Il faut aussi que le matériau il soit en quantité suffisante et que ce soit un gisement homogène, puisque derrière, c'est plus en termes de faisabilité technique et économique. Si on a un bâtiment dans lequel enfin, je sais pas, un immeuble de 100 logements et dans chaque logement, c'est une ressource différente qui est intéressante pour le réemploi. D'un point de vue temps passé et du coup économique, la démarche de réemploi sera très compliquée à tenir. Alors que si on se concentre sur les portes palières des logements et donc on a 100 portes palières identiques, là on va pouvoir avoir une démarche qui est beaucoup plus efficace et qui a plus de chances d'aboutir. Il faut aussi que le matériau soit déposable soigneusement, donc qu'il ne soit pas collé, par exemple. On peut éventuellement faire un test de dépose pour le vérifier. Il ne faut pas qu'il contienne de substances dangereuses, amiante et plomb. Après, il peut y avoir des procédures pour rendre des matériaux dangereux réemployables, mais en tout cas, il faut d'abord passer par une structure spécialisée pour le désamiantage et le déplombage pour s'assurer que ces matériaux sont bien ensuite plus dangereux avant d'être réemployés. Et il faut que le matériau aussi ne soit pas obsolète, c'est-à-dire que ce soit un matériau pour lequel on a un usage aujourd'hui. Je pense par exemple aux lampes fluo. Aujourd'hui, dans tous les bâtiments de bureaux, toutes les réhabilitations, on dépose énormément de lampes fluo pour les transformer enfin les remplacer par des LED. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a personne qui veut récupérer des fluos parce que ce n'est plus d'actualité. Donc, ce sont des matériaux qui ne peuvent pas être réemployés, malheureusement. Par contre, on peut faire du relamping. Mais on peut faire du relamping, oui. Donc, mais je parle du tube fluo uniquement. Oui. Euh, c'est bon pour toi? Je continue. Oui, je voulais juste vous montrer en plus un exemple de diagnostic ressources pour vous montrer. Alors ça, c'est la façon dont nous, on travaille. On fonctionne par fiche ressources et par famille de matériaux. Et par exemple, là, c'est un diagnostic qu'on a réalisé sur une résidence à Chenôve où on a étudié du coup qu'est-ce qui pouvait être réemployé. C'est l'entreprise Léon Grosse qui a fait les travaux, enfin qui est en train de faire les travaux. On avait, enfin pour vous donner plus des exemples de gisements, en fait, par exemple, il y avait tout ce qui était bois, porte palière, porte de placard, tout ce qui était vitrage, aussi équipement sanitaire, évier inox, des éléments, des marches en pierre, des dalles gravillonnées, de la serrurerie. Et ensuite, une fois qu'on a cette quantité en fait globale, on détaille chaque matériau dans une fiche. Et donc, dans une fiche, on va avoir les quantitatifs détaillés avec les dimensions, des photos et des données supplémentaires. Par exemple, comment est fixé le lavabo, est-ce qu'on a la marque, est-ce qu'on a la date d'origine de pose, comme ça permet de savoir à peu près quelle durée de vie résiduelle il lui reste, etc. Donc c'est dans ces fiches-là ensuite qu'on va mettre toutes les informations détaillées. On a d'abord un scan global enfin, grossier, la slide d'avant, et ensuite un détail par fiche, par famille de matériaux. Et du coup, on arrive à la question, à mon sens, la plus intéressante, parce que ce soit un diagnostic réglementaire ou on va dire volontaire, ça sert à rien de faire un diagnostic si on s'en sert pas après. C'est pas juste parce que faut pas que ça devienne encore un document obligatoire qui reste dans un tiroir. Donc, comment est-ce qu'on peut se servir de ces diagnostics dans sa stratégie de réemploi? Alors, nous, ce qu'on préconise, c'est que, en plus du diagnostic, de demander des outils d'aide à la décision, que donc dans le diagnostic, il y ait en plus des informations sur le volet économique. Donc, par exemple, combien ça coûte de déposer les matériaux, combien on peut revendre les matériaux, combien on va économiser si on fait du réemploi in situ. D'étudier aussi l'impact environnemental du réemploi.
d'étudier les besoins en stockage et de savoir s'il y a des filières aussi qui existent à l'échelle locale en débouché. Et donc c'est là où tout à l'heure je vous présentais les différents types d'acteurs qui peuvent réaliser des diagnostics PEMD. C'est là où c'est bien de faire appel à un AMO réemploi économie circulaire et donc à une entreprise qui présente des compétences réemploi économie circulaire. Et pour vous montrer un exemple de nous, ce qu'on fait en fait sur nos diagnostics, on va en fait étudier. Donc là, c'est un exemple d'une analyse multicritère qu'on a réalisée sur un ancien UFM à Grenoble, où par fiche, donc là, on avait 19 fiches de matériaux. On a en fait calculé plusieurs indicateurs avec des codes couleurs aussi qui permettent de hiérarchiser en fait une stratégie de réemploi derrière. Donc, par exemple, on a remis les tailles de gisement en tonnes, l'état du matériau, est-ce qu'il est facilement déposable, est-ce qu'il a un bon potentiel de réemploi, c'est-à-dire est-ce qu'on a identifié des filières, est-ce qu'il y a un risque de pollution, donc est-ce qu'il y a de l'amiante ou du plomb à proximité, quelle surface de stockage à prévoir, est-ce que c'est du stockage intérieur ou extérieur. Ensuite, à droite, quel est l'impact écologique? Alors, nous, on simplifie souvent en prenant uniquement l'indicateur de CO2, donc tonnes équivalent CO2 économisé. Mais sur ce sujet, après, on pourrait avoir un long débat sur quels indicateurs prendre en compte, parce qu'on se base sur les FDES des matériaux, et les FDES comportent une vingtaine d'indicateurs environnementaux, donc on pourrait en choisir d'autres également. Et ensuite, l'impact économique, où là, par exemple, sur ce projet, on a fait un scénario où on fait du réemploi in situ et un scénario où on fait du réemploi ex situ. Et ça permet tout de suite de voir qu'il y a des familles de matériaux sur lesquelles, bah, à la fois d'un point de vue économique et environnemental, on est gagnant. D'autres où on n'est pas du tout gagnant d'un point de vue économique, mais peut-être que d'un point de vue environnemental, c'est intéressant ou pas. Et on va aussi parfois avoir des matériaux qui ont un gros impact environnemental, mais qui, par contre, représentent un petit gisement, mais sont des matériaux qui ont beaucoup d'impact. Et donc, ça va permettre, voilà, avec tous ces critères, de hiérarchiser et de définir des objectifs de réemploi. Euh, voilà, donc ça, c'est ce que je viens de dire. Désolée, je suis pas. Non, non, mais et pour vous montrer en fait un exemple d'objectif qu'on peut ressortir d'un diagnostic PEMD, on va par exemple demander à mettre un objectif de valorisation des déchets avec un objectif en réemploi, par exemple en tonnage. Mais cet objectif en tonnage, ça peut être aussi un objectif en CO2 ou un objectif en euros. Voilà, enfin, il y a plusieurs façons de le calculer et qu'on peut ensuite décliner par lots qui sont en charge des travaux de réhabilitation. Et ça, c'est ensuite un bon outil qu'on peut mettre dans les consultations des entreprises et rendre en fait ces objectifs contractuels, ce qui permet derrière de piloter la démarche de réemploi. Donc, on voit que tout ça, ça va être en fonction de caractéristiques du projet, des objectifs du maître d'ouvrage. Et puis, c'est un échange entre l'AMO finalement et le maître d'ouvrage, comment gérer ça dans le cadre de chaque projet. Euh, alors, une fois qu'on a son diagnostic, qu'on a établi sa stratégie, ses objectifs, est-ce que c'est tout bon ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il y a des études supplémentaires éventuellement à réaliser? Alors déjà, pour caractériser les matériaux, on peut avoir besoin de faire des études complémentaires qu'on fait pas forcément au moment du diagnostic parce que ça peut être des études qui sont coûteuses et donc parfois on préfère avoir trouvé un débouché avant de lancer toutes ces études. Donc bon, déjà à la base, c'est éventuel de faire un test de dépose soigné pour vérifier que le matériau se dépose bien. Ensuite, pour tout ce qui est, par exemple, béton, on peut faire des caractérisations du béton. Alors déjà, identifier qu'il n'y ait pas de polluants, donc enfin, par exemple, pas de mâche fer. Et
aussi faire des études après pour vérifier si le béton peut être réemployé est-ce qu'on peut faire du réemploi de béton structurel ou sinon s'il peut être recyclé et donc s'il peut être recyclé, est-ce qu'il peut être recyclé en sous-couche de voirie, est-ce qu'il peut être recyclé en granulat dans un nouveau mélange de béton structurel, etc. Il y a aussi des diagnostics sanitaires complémentaires qui peuvent être intéressants, notamment si on réemploie du bois, vérifier qu'il n'y ait pas d'insectes, pas de champignons. Et on peut aussi faire enfin, plein d'autres tests de caractérisation de performance, par exemple des essais au feu pour vérifier une porte coupe-feu, ou par exemple des essais structurels. Là, nous, on a un projet où on fait du réemploi de structures métal. Donc, on a un, un échantillon de la structure qui est parti en laboratoire pour vérifier la nuance d'acier du métal. Voilà, on a une palette de tests assez impressionnante qu'on peut faire. Par contre, enfin, c'est pour ça que je précisais au début, c'est que c'est bien de connaître l'usage final, parce qu'on va pas se lancer forcément dans des tests coupe-feu, enfin des essais au feu, de tenue au feu, si derrière le matériau qu'on va utiliser, réemployer, il va pas avoir de fonction coupe-feu. Parce que ce sont des tests, un essai au feu, ça peut coûter vite 15 000 à 30 000 euros. Donc en fait, si derrière on n'a pas déjà un gisement assez intéressant enfin en quantité pour amortir ce test, et que derrière c'est pas une fonction coupe-feu, ça sert à rien de se lancer dans ce type de test dès la phase de diag. Du coup, je vois une question qu'on peut peut-être profiter de poser là, c'est qui peut faire ce genre de test? Parce que du coup, l'économie circulaire ou l'emploi va préconiser des tests. Par contre, c'est pas lui qui va les faire, il n'a pas forcément la compétence ni Non, c'est à le sens. des laboratoires spécialisés. Et donc ça, normalement, l'AMO peut orienter vers un laboratoire compétent pour chaque test. Ouais, donc on voit bien que dans ce type d'opération, c'est bien que le diagnostiqueur soit aussi un AIMO quand quand on pousse les études de cette façon. Alors, justement, tu en as réalisé pas mal de diagnostics. Donc, est-ce que tu peux nous parler de quelques-uns de tes retours d'expérience? Donc, du coup, pour le coup, on parle de ceux que tu as fait dans la région. Tu en as fait plein d'autres, je précise, mais Alors, le premier exemple que je peux vous présenter, c'est le centre Dauphine dont j'ai parlé tout à l'heure, où donc le maître d'ouvrage de Mathieu Barre Immobilier et la maîtrise d'œuvre suivie par AA Group. Sur ce projet, il y avait une certification BRIM qui était suivie par le bureau d'études Elitis. Et en fait, c'est via la certification BRIM qu'il y a eu cette demande de diagnostic ressources. En fait, le projet était concerné réglementairement parlant par le diagnostic déchets. Enfin, parce que pour vous resituer, les travaux ont démarré en 2021 et nous, on a travaillé dessus en 2020. Donc, donc c'est un projet qui date d'avant la loi, enfin, les réglementations sur le diagnostic PEMD. Et dans la certification BRIM, il y avait des points supplémentaires si on mettait en place une démarche de réemploi, notamment via la réalisation d'un diagnostic. Donc on a fait ce diagnostic et à l'issue du diagnostic, le maître d'ouvrage a été convaincu du potentiel et a voulu mettre en place une démarche. Donc on a en particulier fait après derrière une dépose participative dans le centre. Et ça, là-dessus, j'avais fait une intervention il y a un petit moment déjà oui, pour présenter la dépose participative. Et donc, je pense qu'il y c'est a un un lien. replay qui existe sur le site de Pôle Énergie, oui. Voilà. Et après, il y avait juste la slide suivante où il y avait euh, enfin, quelques données quantifiées sur les résultats où on a, in fine, fait réemployer 5,8 tonnes en dépose participative
Et ce qui était intéressant, c'était le comparatif avec le CO2, que pour 5,8 tonnes, on permettait d'économiser 35 tonnes de CO2. Bon, Le deuxième exemple, ouais. du coup, dont je voulais parler, c'est de la résidence Boutaric, où donc là, c'est Grand Dijon Habitat qui a lancé une consultation d'AMO avec le diagnostic et ensuite un accompagnement en phase consultation des entreprises, puis en phase travaux. Donc là, notre mission sur ce projet, c'est qu'on a fait donc, le diagnostic, puis après, pendant la phase DCE, on a travaillé avec le maître d'œuvre JDBE pour écrire les pièces marchées des démolisseurs pour faire la consultation. Ensuite, on a participé à l'analyse des offres de démolition et on a suivi en phase travaux la tenue des objectifs de réemploi en travaillant du coup avec Cardem et les Valoris Bourguignon et en les accompagnant à trouver aussi des solutions, des filières pour faire le meilleur bilan possible. Et donc sur ce projet, on a identifié à la base, alors ça c'est la slide suivante, mais enfin, pour vous montrer juste quelques exemples de matériaux qu'on avait identifiés, il y avait des radiateurs en fonte, il y avait des panneaux d'OSB dans les halls, des escaliers en bois métal, des pavés, des portes stratifiées. Typiquement, lorsqu'on a fait les tests de dépose avec l'entreprise, derrière, les escaliers bois métal, on n'a pas réussi à les sortir sans les détériorer. Malheureusement, ce sont des gisements qui ont été ensuite enlevés du catalogue de réemploi. Les portes stratifiées aussi, il y en a une grande partie qui avait été détériorée pendant les phases où ils avaient enfin, ils avaient refermé les logements avec des tôles soudées et à ce moment-là, en fait, beaucoup de portes ont été abîmées. Donc, le bilan in fine de ce projet où il y a eu un magasin de chantier qui a été tenu par les valoristes, plus des filières professionnelles qui sont venues récupérer des matériaux. C'est que, donc, enfin, si on part un peu par entonnoir, au moment du diagnostic, on avait identifié 480 tonnes de matériaux qui pouvaient être réemployables. Mais sur ces 480, la majorité, c'était les pavés, parce qu'il y a une grande surface de pavés. Et donc, ça faisait 52 tonnes si on enlève les pavés. Au final, on a fait réemployer 22 tonnes de matériaux, dont 13 tonnes hors pavés. Si on reprend un pourcentage, si on reprend par rapport à l'ensemble du diagnostic, ça fait à peu près 4,58% des gisements diagnostiqués. Et si on enlève le sujet des pavés, ça fait 24,80%. Et ça, c'est un ratio qu'on retrouve souvent sur nos projets. Entre le diagnostic et le résultat final, on a entre 20 et 30% des matériaux qui sont réemployés, enfin des matériaux identifiés dans le diagnostic qui à la fin sont réemployés. Ouais, c'est le dernier. Oui, juste du coup, un dernier exemple dont j'ai parlé aussi au début, c'est les hospices de Beaune, où là, ils nous avaient contactés vraiment avant que le concours de maîtrise d'œuvre sorte pour faire un diagnostic PEMD et une étude multicritère du réemploi pour donner ce document à disposition des entreprises qui répondaient à la consultation. Et pareil, pour vous donner quelques exemples de matériaux qui ont été identifiés. Il y avait aussi des portes, du mobilier, de la pierre de Bourgogne, des lavabos, des miroirs et du plafond. Et enfin voilà, c'est plus pour vous donner un peu une série d'exemples de matériaux qui ont du potentiel de réemploi. Très bien. Donc, quelques exemples de retour d'expérience en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que, avant de passer au temps d'échange, euh, euh, qu'est-ce que tu conseillerais pour aller plus loin en matière de diagnostic? Déjà, la première chose, c'est que si vous voulez devenir diagnostiqueur et que vous n'avez aucune formation, enfin, ou si vous n'avez pas d'outils sur le sujet, je vous conseille de regarder les formations certifiantes
et notamment la formation du CSTB et de Recovering. Enfin, c'est Recovering qui forme avec le CSTB, qui est une formation de 5 jours. Et je sais que plusieurs structures dans la région Bourgogne-Franche-Comté ont suivi cette formation. Et donc, ça va permettre d'avoir un panel de diagnostiqueurs locaux à mobiliser pour vos projets. Ensuite, il y a plusieurs outils digitaux qui existent et qui ont été développés par des entreprises privées pour faire des diagnostics. Donc ça, chaque entreprise, chaque diagnostiqueur après a sa propre méthode. Mais en tout cas, ça peut être des outils intéressants comme Batirim, Akibo, Diagit. Et il y a ensuite un document très complet qui a été réalisé dans le cadre du programme Interreg FCRBE, qui est un programme européen sur le réemploi. Et donc, il y a un guide qui s'appelle Guide pour l'identification du potentiel de réemploi des produits de construction. Et ce guide est vraiment très complet sur comment faire un diagnostic ressources. Donc là, uniquement sur la partie réemploi. Parfait. Merci beaucoup, Sophie. Je suis en train ça foisonne dans le chat. Je ne sais pas si tu as vu, donc je suis en train de voir ce qu'on peut trouver comme question. Ben, en fait, il y a beaucoup de questions qui portent euh, pas mal de sujets en termes de réemploi. Je vais essayer d'en trouver qui concernent spécifiquement le sujet du jour. Justement, il y a eu tout un débat sur les diagnostiqueurs formés ou pas. Enfin, ça répond entre les personnes aussi. Euh, Si on peut, enfin, si je peux donner juste mon avis en plus sur, enfin, j'ai pas lu ouais, toutes les questions, enfin tous les échanges sur est-ce que le diagnostiqueur doit être formé ou pas. Euh, Nous, par exemple, Bobby Réemploi, comme on a commencé à faire des diagnostics avant que le diagnostic PEMD existe, on avait fait une petite formation de diagnostic déchets, mais ensuite on n'a pas fait de formation à proprement parler. Donc, en fait, si vous trouvez des acteurs, enfin, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent faire des bons diagnostics en autodidacte. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir fait une formation. Mais la formation, c'est toujours rassurant pour quelqu'un qui vient de commencer, notamment pour des jeunes structures. Et n'hésitez pas aussi, maître d'ouvrage, quand vous faites des consultations, à demander un exemple de diagnostic PEMD déjà réalisé, ce qui vous permettra de comparer différents diagnostics et de voir les rendus, si les rendus vous semblent lisibles, complets, etc. ouais. Et donc, du coup, peut-être préciser que pour l'instant, enfin, le texte réglementaire cite des critères, mais il n'impose pas de qualification pour l'instant, en Non. tout cas, pour le diagnostiqueur. Donc, c'est à chaque maître d'ouvrage, en fonction du contexte, qui décide. Donc, du coup, j'essaye de trouver les questions qui portent vraiment sur le diagnostic. Donc, j'en ai une qui porte sur le fait que normalement, le diagnostic PMD doit être fait quand on connaît le périmètre du projet et quand on dispose du diagnostic amiante. Mais la question est, est-ce qu'il ne faudrait pas intervenir avant pour voir avec la maîtrise d'œuvre ce qui peut être réemployable, c'est-à-dire faire le diagnostic finalement un peu plus tôt que ce qui est Voilà. préconisé. Alors, ce qu'on fait parfois, nous, c'est que quand le programme il n'est pas défini, on fait uniquement un diagnostic ressources, c'est-à-dire qu'on va uniquement travailler sur le volet réemploi et on vient faire une mise à jour complète ultérieurement quand le diagnostic, enfin quand le périmètre est validé. Parce que, en fait, enfin, si vous demandez de faire un diagnostic PEMD complet en avance, euh, vous allez juste payer en fait 2 ou 3 diagnostics au lieu d'un. Donc, parce qu'il va falloir le remettre à jour plusieurs fois. Et c'est pas force, enfin, c'est plus pour moi du temps perdu d'ingénierie.
que ce temps, il sera mieux utilisé à cibler sur des sujets de réemploi qu'à faire des maîtrises de déchets. Donc, on peut travailler sur le sujet réemploi en avance, mais le sujet PEMD en globalité n'est pas très pertinent. Comme réponse. Alors, je pense que tu l'as dit, mais il y a une question, donc on va le repréciser. Qui dépose ce PEMD? Donc, sur la plateforme, je pense, le maître d'œuvre ou le maître d'ouvrage? Donc, c'est le maître d'ouvrage qui a la responsabilité du dépôt du diagnostic PEMD. Mais comme je le disais, il peut aussi décider de le déléguer. Mais ça doit être écrit dans le contrat de la personne à qui il décide de le déléguer. Donc, il peut le déléguer à la maîtrise d'œuvre ou au diagnostiqueur. En tout cas, ce qui se fait aujourd'hui, c'est que le diagnostiqueur, quand il a fini son diagnostic, en fait, il remet un CERFA pré-rempli au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage doit finir de le remplir pour les éléments qui le concernent, notamment les informations sur le maître d'ouvrage, le valider et ensuite le déposer. Mais donc, c'est pas le maître d'ouvrage qui doit remplir toutes les lignes du diagnostic derrière. Non, c'est le diagnostiqueur qui remet un diagnostic pré-rempli. Mhm. Oui, il y a plusieurs questions liées à cette responsabilité. Euh, donc, il demande qui paye, une question qui est qui paye le diagnostic. C'est un peu déjà dans ce que tu dis, mais il y a plusieurs questions à ce sujet-là. Oui, du coup, je le redis. Donc, en gros, c'est bien le maître d'ouvrage qui doit payer le diagnostic, mais ça peut être une mission intégrée dans la mission de maîtrise d'œuvre. Par exemple, là, je vous ai parlé tout à l'heure du projet de la friche industrielle, enfin du tiers-lieu qui va être créé sur une friche industrielle à Tilney. Donc là, c'est la maîtrise d'œuvre. Dans les listes de missions de maîtrise d'œuvre, il y avait aussi la mission diagnostic. Ça faisait qu'il y avait une ligne à chiffrer diagnostic. Donc, c'est bien le maître d'ouvrage qui paye cette mission, mais il la commande par le biais de la maîtrise d'œuvre. Mm. Et concernant la plateforme où on dépose les CERFA, est-ce que cette plateforme affiche uniquement ces CERFA ou aussi les diagnostics PEMD proprement dit, le contenu des diagnostics? Alors, en fait, aujourd'hui, la plateforme, elle est encore un peu en cours de développement. En fait, pour l'instant, c'est les CERFA. Et en fait, dans le CERFA, il y a les tableaux sur tous les déchets, enfin les matériaux réemployables, les PEM, les produits équipements matériaux, qu'on peut rentrer à la main dans la plateforme pour les identifier sur une cartographie. Mais bon, c'est bien le CERFA et pas le diagnostic en entier qui est visible dans la plateforme. D'accord. Alors, il y a une question qui est liée sans être liée, euh, qui dit que quand on fait le diagnostic PMD, peut-être qu'on identifie, enfin, qui est fait en phase programmation, peut-être que, en fait, à quel moment est-ce qu'on peut estimer la part de réemploi, recyclage possible dans le projet, en amont, en fait. Il y a pas mal d'incertitudes dans le cas d'un projet de réemploi qu'il faut savoir gérer tout au long du projet. Donc là, la question, c'est un peu comment gérer ça au moment du diagnostic. Je sais pas si Voilà. c'est clair. Le diagnostiqueur, en fait, il va faire une proposition de pourcentage de valorisation, de pourcentage de réemploi, qui est à affiner avec la maîtrise d'ouvrage selon ce qui est vraiment faisable ou pas. Ça reste toujours une incertitude. Enfin, un objectif qu'on se fixe. Il peut se passer plein de choses qui feront que l'objectif ne pourra pas être atteint finalement ou pourra être dépassé. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de se fixer un objectif et une ligne directrice et ensuite de mettre tout en œuvre pour atteindre cet objectif.
Et là, en fait, c'est de l'expérience du diagnostiqueur et de l'AMO qui va permettre de définir un objectif pertinent. Enfin, comme je vous disais, par exemple, les 20%, enfin entre 20 et 30%, c'est un pourcentage qu'on retrouve souvent, nous, entre ce qu'on a diagnostiqué en réemployable et ce qu'on réemploie in fine. Donc, quand on met un objectif, on met bon, bah, un peu plus que 30% pour pouvoir viser un peu plus haut et s'améliorer. Mais on sait que si on demande 80% de réemploi, on va pas y arriver, en fait. Enfin, on sait que c'est un objectif inatteignable. Donc, c'est un peu les retours d'expérience de l'AMO et du diagnostiqueur qui permettent de définir ça. Après, juste pour vous enfin, rassurer aussi, d'un point de vue réglementaire, ces objectifs ne sont pas du tout contractuels, enfin, d'un point de vue réglementaire. Ce sont des objectifs plutôt que la maîtrise d'ouvrage se fixe à elle-même, qu'elle peut ensuite contractualiser avec l'entreprise de travaux. Mais par contre, si l'entreprise de travaux n'atteint pas l'objectif, c'est un contrat entre l'entreprise et la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage ne doit rien au CSTB, enfin ne doit pas montrer au CSTB qu'elle a bien atteint ses objectifs fixés. Je sais pas si ça répond à la question. On va dire que oui. Il y a pas mal d'échanges dans le chat. J'essaie, ça s'auto-répond. Euh, Notamment une différence entre le public et le privé. En fait, il y a une obligation donc pour le maître d'ouvrage de faire le diagnostic, mais est-ce que le maître d'ouvrage pour les bâtiments qui sont soumis, hein, qui remplissent les critères, mais est-ce que le maître d'ouvrage se doit aussi à respecter les préconisations de PEMD, ou est-ce qu'il suffit de faire le diagnostic au final? Oui, bah, ça, c'est du coup ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'obligation réglementaire, c'est uniquement faire un diagnostic PEMD et Ouais. de remplir les CERFA avant et après travaux. Et donc, du coup, on peut peut-être préciser que les évolutions réglementaires fonctionnent souvent comme ça. D'abord, il y a une première phase où il y a une obligation de faire quelque chose, mais c'est très certainement suivi par une deuxième étape après, qui pourrait être une obligation de faire du réemploi. Bah, en fait, oui, aujourd'hui, on ne dispose pas de suffisamment de données pour mettre en place un objectif. Et donc déjà, comme je disais tout à l'heure, que les diagnostics déchets, il n'y avait que 5% des projets soumis au diagnostic déchets qui transmettaient vraiment leurs données. Donc sur la base de données de 5% de projets, on ne peut pas mettre en place d'objectifs. Euh, et, euh, et donc là, l'idée, c'est qu'avec ces récollements de CERFA avant et après, on va pouvoir fixer des objectifs dans quelques années. Voilà. Je pense qu'il y a aussi une précision importante. Il y a quelqu'un et ça va être, je pense, encore deux questions. Euh, Si on doit faire, enfin, est-ce que c'est possible de faire des diagnostics aussi pour le second œuvre? Donc, du coup, je pense que à travers les exemples que tu as montrés, que ça concerne à la fois le gros œuvre et le second œuvre, les diagnostics. Oui, bah alors le diagnostic, il peut tout concerner. On peut aussi faire un diagnostic d'espace public, par exemple, pour identifier les matériaux qui seront déposés enfin, je sais pas, sur une place ou des choses comme ça, Mm. et en aménagement intérieur. Après, voilà, la seule limite, ça va être un diagnostic. Est-ce que le diagnostic il est réglementaire ou pas? Donc, est-ce que c'est un diagnostic PEMD ou un diagnostic ressources uniquement? Et après, en fait, ce que j'ai pas précisé dans ma présentation, mais qui a toujours aussi une réalité financière à ce diagnostic, c'est que donc le maître d'ouvrage doit payer le diagnostic. Et sur des projets uniquement d'aménagement intérieur, sur une petite surface, par exemple, enfin un projet qui n'est pas soumis au diagnostic réglementaire, va parfois avoir du mal à sortir un budget pour payer un diagnostic ressources. Puisque pour vous donner un ordre de grandeur, un diagnostic ressources pour un bâtiment
qui va faire moins de 1000 mètres carrés, ça va quand même au moins coûter entre 3 et 5 000 euros. Après, il y a peut-être des structures qui peuvent faire des choses plus rapides, plus à l'essentiel, mais en tout cas, il y a quand même un budget à sortir qui n'est pas forcément euh, initialement dans le budget projet. Non, qu'il faut prévoir. Donc, du coup, tu as répondu à une autre question qui était le coût d'un diagnostic. Donc, c'est parfait. Euh, Après, je vais peut-être compléter pour un diagnostic PEMD, parce que là, c'était plus un diagnostic ressources uniquement. Un diagnostic PEMD, ça va dépendre bien évidemment de la surface, de la complexité du bâtiment, etc. Donc, la fourchette est assez large. Ça peut aller de 4 000 euros à 50 000 euros parfois sur des très, très grands bâtiments très complexes. Mais on va dire que la fourchette un peu standard, ça va être entre 5 et 15 000 euros. Voilà, oui, je fais une fourchette. évidemment, en fonction de l'importance du bâtiment, sa complexité. Euh, Merci beaucoup, Sophie, pour ce temps d'échange. Merci d'avoir partagé ton expertise et ton expérience. Je vais terminer avec pour partager quelques événements et ressources du pôle énergie. Donc, Alors, oui, pardon, vas-y. je voulais juste dire de rien et que enfin, c'était avec plaisir et désolé pour les petits cafouillages de Oui, présentation. Et si jamais il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à me recontacter ou enfin, pour vous avoir des passez, précisions. vous passez via moi potentiellement aussi. Donc, juste pour dire que ce webinaire fait partie d'un cycle de 3 webinaires. Donc, le prochain, c'est le 16 novembre et c'est Maxime Joly de la société Alternative qui va animer ce webinaire sur l'organisation de la dépose soignée. Et au mois de décembre, le 7 décembre, c'est une intervention sur comment révéler l'écosystème territorial, c'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui font du réemploi dans un territoire, mais comment le révéler, comment faire en sorte qu'il s'exprime. Donc l'ensemble sera disponible en replay sur le site de Pôle Énergie. Je veux aussi parler, parce qu'il y a eu pas mal de questions concernant comment identifier des acteurs. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, l'écosystème régional est en train de se construire, se constituer. Et pour l'instant, on est 160 acteurs régionaux on échange dans un Google Group. Donc là-dedans, vous pouvez faire connaître vos projets, partager vos recherches de ressources de réemploi ou en proposer. Donc ça marche plutôt pas mal en attendant une solution peut-être plateforme numérique plus complète. Il y a fin septembre, nous avons organisé aussi la journée régionale, la deuxième rencontre régionale de réemploi dédiée à la commande publique. Vous allez pouvoir trouver très bientôt, début de semaine prochaine, les supports de présentation et l'enregistrement de l'intégralité de la journée euh, là-dessus. Je voudrais aussi faire un petit appel, un petit coucou à ma collègue Élise Maillot de Ecopolis qui le pôle énergie fait partie du réseau bâtiment durable. Donc, c'est un réseau qui fédère l'ensemble des centres de ressources régionaux qui est animé par l'ADEME et le plan bâtiment durable. Donc, vous voyez, Bourgogne-Franche-Comté, le pôle énergie, en Île-de-France, c'est Ecopolis. Et Ecopolis travaille aussi pas mal sur les questions de l'économie circulaire. Donc, vous pouvez trouver sur leur site des replays, notamment dédiés au diagnostic, le sujet d'aujourd'hui, la responsabilité du maître d'ouvrage dans la gestion des déchets, quel est l'impact de la REP PMCD pour le maître d'ouvrage, et puis également un dossier thématique avec des ressources documentaires. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, il y a les liens directs dans ce support. Et avec ce mot de fin, je vous remercie pour votre attention. Toutes nos excuses encore pour les cafouillages techniques un petit peu. Et merci beaucoup, Sophie. À bientôt et au revoir. Merci, au revoir.